Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui te prépare aux épreuves de SES pour le bac. Pourquoi les inégalités économiques persistent, même dans les pays riches? C'est le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec toi. Tu sais, souvent, on pense qu'en vivant dans un pays comme la France, qui est un pays riche, on a réussi à dépasser certaines injustices, et notamment des injustices sociales. On se dit que les inégalités, c'est surtout un problème de pays en développement, ou voire de pays pauvres, là où il n'y a pas d'État-providence, qu'il n'y a pas d'État pour aider la population, qu'il n'y a pas de service public, qu'il n'y a pas de couverture sociale, et que nous, on est un petit peu sauvés par tout ça. Mais en réalité, même dans les pays riches, les inégalités économiques, elles persistent. Et parfois même, elles se creusent entre la population riche et pauvre. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu mieux pourquoi les inégalités économiques persistent. Allez, je vais t'expliquer ça tranquillement, comme si on discutait autour d'un café, et tu vas voir que c'est un sujet qui est hyper important, surtout si tu veux comprendre comment fonctionne notre société et la sociologie des individus, et comment on pourrait améliorer tout ça. Déjà, on va reposer les bases tranquillement. Quand on parle d'inégalité économique, de quoi est-ce qu'on a envie de parler exactement? En SES, on distingue deux grandes formes d'inégalité, et ça, faut bien le retenir. Premièrement, tu as les inégalités sur les revenus, c'est-à-dire sur ce que l'individu gagne. Ça peut être ton salaire, les allocations sociales que tu touches, les revenus du patrimoine dont tu disposes, si tu as un appartement que tu loues ou des biens immobiliers. Et ensuite, tu vas avoir dans un second temps les inégalités sur le patrimoine, justement. Et ça, c'est ce que tu possèdes. C'est l'immobilier, c'est les actions, c'est l'épargne, c'est ce que tu as reçu de tes grands-parents, de tes parents, par l'héritage. Donc tout ça, c'est deux inégalités complètement différentes. Et ces deux formes d'inégalité, elles sont bien évidemment liées. Si tu gagnes plus, tu peux épargner, investir et transmettre à tes enfants du patrimoine. Et ce patrimoine-là, il génère des revenus. Et c'est là qu'on commence à avoir les premières raisons pour lesquelles les inégalités ne disparaissent pas, même dans les sociétés riches. Parce que ces inégalités-là, elles peuvent se reproduire de génération en génération. Et c'est un des grands concepts en sociologie, c'est ce qu'on appelle la reproduction sociale. La reproduction sociale, elle se fait par le patrimoine et par les revenus. Pour Pierre Bourdieu, un sociologue français que tu as peut-être déjà entendu en cours, il expliquait que les inégalités, qu'elles soient sociales, les inégalités, elles ne sont pas seulement économiques, elles peuvent être également sociales et culturelles. Il y a aussi des inégalités voilà, culturelles, sociales, symboliques, et ça c'est super important. Un enfant de cadre, par exemple, qui ne grandirait pas dans les mêmes conditions qu'un enfant d'ouvrier, il n'a pas le même vocabulaire, il n'a pas les mêmes références, donc il n'a pas la même sociologie, la même culture, la même symbolique, il n'a même pas le même rapport à l'école et à l'instruction. Et donc, quand on te dit que l'école, elle est censée corriger toutes ces inégalités et lisser un petit peu la sociologie des individus, en réalité, elle les reflète souvent. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités et que l'école, elle les met juste en avant encore plus. Les élèves issus de milieux favorisés, ils réussissent mieux à l'école. Ils accèdent à des filières plus valorisées et obtiennent ensuite des emplois mieux rémunérés. Et la boucle est bouclée, on a une reproduction sociale. C'est ce qu'on appelle le capital culturel. Et un des trois types de capital que Bourdieu distingue avec le capital économique et social. Donc ça, le capital culturel, il faut vraiment pas le sous-estimer, c'est quelque chose de très puissant dans la reproduction sociale. Donc oui, on vit dans un pays riche, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes chances face à la reproduction sociale. Revenons un peu à l'économie maintenant, à la partie éco, parce qu'il y a une autre raison pour laquelle les inégalités économiques peuvent persister, c'est le fonctionnement même du marché ou des marchés. Dans une économie dite de marché, les revenus ils dépendent de la valeur que le marché attribue à ton travail ou à l'individu en tant que personne, en tant que facteur de production. Et cette valeur, elle dépend de plusieurs choses. D'un, elle dépend de ton niveau de diplôme. Deux, elle dépend de la rareté de ta compétence sur le marché du travail. Et trois, ta capacité à négocier ton salaire. Parce que même si tu as beaucoup de diplômes et beaucoup de compétences, si tu négocies mal ton salaire, tu n'auras pas la même valeur sur ce marché-là. Mais est-ce que ça veut dire que les gens les plus utiles à la société sont forcément les mieux payés? Bah, pas forcément. Regarde pendant la crise du Covid, les caissiers, les éboueurs, les aides-soignants, c'était eux qui faisaient tourner le pays et pourtant, ils sont loin d'être les métiers les mieux rémunérés. C'est un paradoxe.
Et ce paradoxe, il s'explique par le fait que le marché n'est pas toujours juste et n'est pas toujours optimisé. Il récompense ceux qui sont en position de force sur ce marché et ceux qui détiennent notamment du capital. C'est ceux qui sont capables de se vendre et de se mettre en avant sur le marché. Et ça peut renforcer les inégalités, notamment les inégalités économiques et sociales. Tu veux un autre exemple concret? Parlons un peu du patrimoine. Le patrimoine, c'est un des facteurs principaux d'inégalité dans notre pays. Et ce qui est fou, c'est que les inégalités de patrimoine, elles sont encore plus fortes que les inégalités liées aux revenus. En France, les 10% des plus riches détiennent plus de la moitié du patrimoine total disponible. Et pourquoi? Parce que le patrimoine, il se transmet. Et il produit lui-même des revenus. Des loyers, des dividendes, les plus-values sur la revente de ce patrimoine, etc. Donc si tu as du patrimoine, tu peux le faire travailler à ta place. En gros, tu disposes de facteurs de production dont les autres n'ont pas. Alors que si tu n'en as pas, bah, tu dépends uniquement de ta force de travail, donc de ton salaire. Et pour faire fortune en ne comptant que sur ton salaire, il faut vraiment être le champion du monde ou un mec très chanceux. Ça nous amène à une autre notion importante, la distinction entre revenus primaires et revenus de transfert. Ça, c'est deux notions d'SES super importantes. Le revenu primaire, c'est ce que tu reçois directement de ton activité. C'est le salaire, c'est potentiellement les revenus du capital. Les revenus de transfert, c'est ce que tu reçois de l'État. Ça peut être des allocations sociales, des retraites ou des aides sociales. Et heureusement qu'il y a ces transferts en France, parce qu'en France, c'est eux qui permettent de réduire un petit peu ces inégalités, notamment les inégalités liées au patrimoine. Mais même avec tout ça, on voit que les inégalités, elles disparaissent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des logiques économiques plus profondes qui rentrent en jeu. Un économiste dont tu as sûrement entendu parler en cours, qui s'appelle Thomas Piketty, a montré que dans une économie capitaliste, si le taux de rendement du capital est supérieur au taux de croissance économique, alors les pays riches deviennent encore plus riches. En gros, ceux qui possèdent déjà beaucoup voient leur patrimoine grossir plus vite que le reste de la société. Et ça, c'est pas un bug, c'est le système qui fonctionne ainsi. Il a été construit pour fonctionner de cette façon-là. Et l'État dans tout ça, est-ce qu'il a quelque chose à jouer ou est-ce qu'il ne doit rien faire? Bah si, heureusement, il doit faire quelque chose. En France, on a un modèle social qui est super développé, voire même trop développé, avec un système de redistribution qui est très puissant. Un impôt qui est progressif, donc qui n'est pas égalitaire pour tout le monde, des prestations sociales, sur condition de revenus, et des services publics, gratuits ou quasi gratuits, notamment en santé ou dans l'éducation. Mais là encore, ce modèle il est remis en question, parce que depuis les années 1980, on est dans une période marquée par des politiques plus libérales, avec l'idée qu'il faut réduire la dépense publique et encourager le travail et responsabiliser les individus en tant que tels. Et dans ce contexte, bah, certains filets de sécurité se sont affaiblis sur notre système social. Par exemple, les allocations chômage ont été réformées plusieurs fois, souvent dans le sens d'une plus grande conditionnalité, donc on conditionnait l'allocation chômage. Il y a aussi eu les aides au logement qui ont été réduites, et les services publics qui souffrent d'un sous-financement ou d'une désorganisation chronique, ce qui renforce les inégalités d'accès à ces services publics-là. Donc oui, l'État agit, mais son poids, bah, il diminue petit à petit, en tout cas son action concrète diminue petit à petit. Et cela se traduit souvent par une augmentation des inégalités dans nos sociétés. Maintenant, j'ai envie de te parler d'un autre phénomène qui peut jouer un rôle énorme dans la persistance des inégalités, c'est la segmentation du marché du travail. Dans certains secteurs, tu as des CDI qui sont très bien payés, des avantages sociaux liés à ton travail et une certaine stabilité dans ton parcours et dans l'emploi. Dans d'autres secteurs, tu as des contrats qui sont extrêmement précaires, qui sont à temps partiel et qui sont en plus mal payés. Et devine qui est le plus souvent dans ces emplois précaires? Eh ben, ce sont les jeunes, les femmes et les personnes issues de l'immigration ou des quartiers populaires. Donc en fait, les inégalités ne sont pas seulement économiques, elles sont sociales, territoriales, ethniques et générationnelles. Et dire qu'on a tous le droit aux mêmes chances, c'est complètement faux. Et c'est pour ça que c'est si compliqué de les résorber, parce qu'on est une mosaïque d'inspiration sociale. Bon, maintenant qu'on a bien posé les bases sur ce qui explique les inégalités économiques dans un pays riche, que ce soit sur le marché du travail, la reproduction sociale ou la question du patrimoine, on va continuer à dérouler un petit peu le fil. Et là, je voudrais qu'on parle de quelque chose de très important dans l'économie actuelle, c'est la mondialisation. Tu sais, c'est un sujet qui revient souvent dans mes podcasts.
Tu l'as sûrement vu en cours, la mondialisation, c'est l'augmentation des échanges internationaux de biens, de services, de capitaux, d'informations et aussi des personnes. Et ça a plein d'avantages. Ça permet l'accès à plus de produits, souvent à des prix plus bas, ça stimule l'innovation et ça pousse les entreprises à se renouveler continuellement. Mais ça a aussi beaucoup d'effets pervers, notamment sur les inégalités dans nos sociétés. Pourquoi? Parce que la mondialisation, ça profite pas à tout le monde de la même façon. Prenons l'exemple des délocalisations d'entreprises. Quand une entreprise décide de déplacer sa production dans un pays étranger, elle le fait souvent pour réduire ses coûts, et notamment les coûts salariaux, donc liés au social. Mais ça veut dire que des emplois disparaissent ici, chez nous, et ce sont souvent des emplois peu qualifiés, notamment dans l'industrie, dans des régions qui sont déjà fragiles, parce que le seul tissu industriel qu'elles ont, bah, justement, ce sont ces petites industries fragiles. Pendant ce temps, bah, les cadres, les ingénieurs, ceux qui travaillent dans des services ou dans les services dans les grandes villes ou dans la tech, eux, ils continuent à en bénéficier. Parce qu'ils bossent dans des secteurs tournés vers l'international ou parce qu'ils sont très mobiles et que ça ne les dérange pas de passer d'une ville à une autre ou même d'un pays à un autre. Et donc la mondialisation, bah, ça tend à accroître les écarts et les différences entre les catégories sociales, mais aussi entre les territoires. Et ça, c'est ce qu'on appelle bah, les gagnants et les perdants de la mondialisation. C'est un autre sujet qui revient assez souvent et on peut parler également de la fiscalité, puisqu'il va y avoir un impact sur la fiscalité entre ces gagnants et ces perdants. En France, on a un impôt qui est progressif sur le revenu. C'est-à-dire que plus tu gagnes d'argent, plus tu payes d'impôts en pourcentage. Mais ça, c'est sur le papier, parce que dans les faits, il y a plein de mécanismes qui permettent aux plus riches, et donc à ceux qui ont le plus de revenus, d'optimiser leur fiscalité pour réduire leur taux d'imposition. Et je te parle même pas de la fraude ou juste l'optimisation légale fiscale. Tu investis dans des niches fiscales, tu places ton argent dans des produits financiers peu taxés, voire carrément à l'étranger. Et parfois, ben, certaines très grandes fortunes arrivent à payer proportionnellement moins d'impôts qu'un cadre moyen. Et ça, évidemment, ça alimente un sentiment d'injustice fiscale. Beaucoup de gens se demandent pourquoi eux doivent payer alors que ceux qui ont les moyens de contribuer le plus semblent s'en sortir le mieux. Un exemple marquant, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune, l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, en 2018, qui a été remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et ça a fait beaucoup de débats dans l'économie française, certains ayant vu une manière d'encourager les investissements en France, et d'autres, bah, carrément un cadeau pour les plus riches. Ce débat illustre bien la tension permanente entre efficacité économique et justice sociale. Et ça, c'est un débat sociologique fort dans notre pays. Et c'est là qu'il faut qu'on parle d'un autre sujet qui embrouille le plus souvent les élèves, ça peut être la différence entre les politiques budgétaires et les politiques monétaires. Est-ce que tu arrives à faire la distinction? On l'a déjà vu dans d'autres podcasts. Allez, petit cours pour réviser un petit peu. Les politiques budgétaires, c'est celles menées par l'État, via le budget. Il peut dépenser plus en aide sociale, en infrastructure, ou augmenter ou diminuer les impôts. En gros, c'est les recettes et les dépenses de l'État. C'est un levier direct pour lutter contre les inégalités. Les politiques monétaires, à l'inverse, bah, elle est menée par la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui agit sur la monnaie. Son objectif, c'est de manipuler la monnaie pour atteindre un objectif principal qui est de maîtriser l'inflation, la hausse générale du niveau des prix. Elle agit en jouant sur le taux d'intérêt de la monnaie, ce qui influence le crédit, la quantité de monnaie en circulation dans notre économie, et donc la consommation et les investissements. Et même si elle semble moins liée aux inégalités, la politique monétaire, elle peut avoir des effets sociaux. Par exemple, quand les taux sont très 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 bas, ça stimule la croissance et ça favorise aussi les ménages qui peuvent emprunter pour investir à leur tour. Encore une fois, ceux qui ont déjà du capital. Et donc, même les politiques monétaires peuvent indirectement renforcer les écarts, puisque ceux qui ont beaucoup de capital de départ vont avoir plus de facilité à emprunter, alors que ceux qui n'en ont pas, bah, même si les taux baissent, ils vont avoir des difficultés à emprunter des montants importants. Un autre facteur dont on parle plus rarement, mais qui joue un rôle important, bah, c'est les mutations technologiques, hein, le progrès technologique. Avec la révolution du numérique, beaucoup d'emplois ont changé, certains ont carrément disparu, d'autres sont apparus, mais tous les travailleurs ne sont pas également armés pour faire face à tous ces changements. Si tu as un bon niveau d'études, que tu maîtrises les outils numériques et que tu es adaptable, ça peut être une opportunité pour toi.
Mais si tu es dans un métier en voie d'automatisation complète, que tu n'as pas accès à de la formation continue ou même à de la formation technique, tu risques d'être laissé de côté très rapidement et de tomber dans la trappe à chômage. Et là encore, ce sont souvent les populations les plus vulnérables, comme d'habitude, qui trinquent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Quelles sont les pistes pour réduire ces inégalités ou au moins les endiguer partiellement? Bah déjà, il y a les politiques de redistribution dans notre pays. On en a déjà parlé. C'est la politique budgétaire. Mais il y a aussi des idées un peu plus innovantes. Par exemple, bah, il y a l'idée du revenu universel qui rentre dans le débat en France. Tu as peut-être entendu parler pendant la dernière présidentielle. C'est l'idée de verser à chaque citoyen un revenu de base sans condition. Certains y voient une manière de garantir un minimum vital, d'autres une utopie communiste hyper coûteuse. C'est une autre idée. Alors, tu peux avoir aussi une autre idée, c'est de taxer davantage les grandes fortunes ou les multinationales. On reste encore dans des idées de gauche, mais ça suppose une coordination internationale pour éviter l'évasion fiscale, par exemple. Donc, ce qui est très difficile à mettre en place. Et ça, c'est pas facile du tout à mettre en place dans nos sociétés, et même le débat est très compliqué sur ces sujets-là. Parce que chaque pays a ses propres intérêts, et dans un monde où les pays sont de plus en plus mondialisés, bah, ça va être difficile de mettre en place des mesures nationales. Une piste intéressante, c'est aussi de lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge. Et ça passe par la socialisation de l'individu, ça passe par l'école évidemment, mais aussi par l'accès à la culture, au sport, à une alimentation saine, à un logement décent et à l'inculcation d'une culture forte. Parce que tu ne peux pas vraiment réussir si tu pars avec 10 longueurs de retard dans la vie. On peut aussi améliorer l'accès à la formation continue pour que chacun puisse se reconvertir si son métier venait à disparaître. Ou encore favoriser la mixité sociale, bah, notamment dans les quartiers, dans les écoles, dans les entreprises, dans tous les lieux où bah, la mixité sociale a un petit peu du mal à se faire naturellement. Mais tout ça, ça demande une volonté politique et surtout des moyens économiques, et c'est très difficile à mettre en place dans notre pays. Et là, je voudrais finir sur une réflexion un peu plus philosophique avec toi sur tous ces sujets-là. Est-ce Pourquoi est-ce qu'on veut lutter contre ces inégalités réellement? Pas pour que tout le monde gagne la même chose, c'est pas forcément souhaitable ni réaliste, mais parce que des inégalités trop fortes dans notre pays, ça peut détruire le lien social et le lien dans nos sociétés. Ça génère beaucoup de frustration, du ressentiment et de la défiance envers les institutions nationales. C'est une, et une société qui est trop inégalitaire, c'est une société qui finit par se fragmenter petit à petit et se déliter. On le voit déjà, une montée des extrêmes en politique, des crises de confiance envers nos institutions, des tensions sociales entre les individus. C'est pas juste un problème économique, c'est aussi un problème qui peut être démocratique, républicain et sociologique. Alors voilà, on vit dans un pays riche, mais les inégalités, elles sont bien réelles. Et elles viennent de loin. Elles sont profondes et elles ne disparaîtront pas toutes seules. Mais en comprenant leurs mécanismes et en les étudiant sérieusement, comme tu le fais en écoutant ce podcast, maintenant, on peut déjà commencer à les combattre en prenant conscience. Et surtout, on peut imaginer une société un peu plus juste, un peu plus solidaire et peut-être même plus humaine. Allez, je te remercie d'avoir écouté ce long épisode. J'espère qu'il te fera un petit peu réfléchir. Et si tu veux approfondir un petit peu tous ces thèmes-là, je t'invite à te renseigner sur Thomas Piketty, à suivre l'actualité économique et tout simplement à discuter autour de toi de ces sujets-là avec tes proches ou tes amis. Tout le monde a un point de vue sur les inégalités. Et ça, bah, c'est important d'écouter et d'échanger sur ces points-là. C'est en parlant qu'on avance. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast Prépa Bac pour te préparer au bac d'éco.